Tu n'es pas en train de contrôler ta vie, tes programmes contrôlent ta vie. Dans le film Matrix, tout le monde a été programmé. C'est vrai aussi dans la vraie vie. Il n'y a pas une seule personne sur cette planète qui n'a pas été programmée pendant les 7 premières années de sa vie. Il n'y a pas de gène qui cause le cancer. Le cancer, c'est une conséquence d'un mauvais programme. Ça, on le sait depuis plus de 400 ans maintenant. Si je te programme, tu m'appartiens. Ça n'a jamais disparu de la conscience des gens au pouvoir. Et là, c'est la question qui vaut des millions, hein. Comment est-ce que je change le programme? Bruce, bienvenue dans le Parfait Show. Je suis super excité. Je voudrais te remercier toi pour cette opportunité d'être dans ton show. Pas juste pour te parler à toi, mais aussi pour l'audience. L'audience qui est là, qui écoute et qui regarde et qui doit se dire, écoute, il doit quand même y avoir des réponses à tous ces problèmes qu'on a en ce moment dans le monde, parce que le monde est en chaos. Et donc, merci pour me donner cette plateforme pour parler d'un beau futur qui est possible pour tout le monde. Un beau futur pour tout le monde. Écoute, ça commence bien parce que je pense que tout le monde le ressent ça, tout le monde veut ça. C'est chaotique en ce moment, mais merci beaucoup encore pour être ici. Je veux rendre ce show spécial pour tous ceux qui regardent là maintenant. Pour tous ceux qui sont déjà familiers avec Bruce, j'ai envie de rendre ce show spécial pour vous. Et pour tous ceux qui viennent juste de découvrir Bruce, je veux rendre ce show spécial pour vous aussi, pour que n'importe qui puisse vraiment en retirer quelque chose. Donc je voudrais commencer maintenant, parce qu'on a à peu près 1 heure ensemble. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous dire comment tu as découvert tout ce qui est épigénétique et tout ça? Alors, commençons par définir la différence entre la génétique et l'épigénétique, parce que c'est une révolution. La plupart d'entre nous ont été programmés avec cette croyance du contrôle génétique, ce qui veut dire qu'en gros, contrôlé par les gènes, et que les gènes vont déterminer les caractères et les traits. Et donc je me dis, bon alors, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend aux gens que les gènes que tu as ça vient de ta famille, ok? Que tu ne les as pas choisis, et que si tu n'aimes pas les traits que tu as, tu peux pas les changer. Et aussi, on te dit que les gènes s'activent et se désactivent d'eux-mêmes, ce qui veut dire qu'ils te contrôlent et tu ne les contrôles pas. Et donc je me dis, quel est le résultat de pensée qu'on a basé sur cette science? Et la réponse c'est, je suis une victime. Je suis une victime de mon hérédité. Peu importe ce qui se passe, s'il y a du cancer dans la famille, je vais avoir le cancer. S'il y a des problèmes de cœur, je vais avoir des problèmes de cœur. Parce qu'ils blâment tout ça sur les gènes. Ça s'appelle le contrôle génétique, contrôlé par les gènes. La nouvelle science dans laquelle j'ai été un pionnier, il y a 50 ans maintenant, est une science qu'on appelle l'épigénétique. Et donc ce que j'ai montré, c'est ça. J'ai pris des cellules génétiquement identiques et je les ai mises dans 3 boîtes de culture cellulaire différentes. J'ai changé l'environnement du milieu de culture, parce que je le fais ça dans un labo, c'est de la chimie, c'est comme du liquide dans lequel les cellules grandissent. Et d'ailleurs, voilà un point important. Le milieu de culture, c'est la version laboratoire du sang, de façon à ce que les cellules vivent dans un environnement similaire au sang. Et donc je me suis dit, ok, puisque c'est moi qui fais la chimie, je peux changer un petit peu la chimie. Et donc j'ai fait 3 boîtes différentes avec 3 milieux de culture différents, 3 environnements différents. Mais toutes les cellules étaient génétiquement identiques. Et donc dans une boîte avec l'environnement A et le milieu de culture A, les cellules ont créé du muscle. Dans la deuxième boîte, encore une fois, cellules génétiquement identiques, mais dans un milieu de culture B, elles ont créé de l'os. Et dans la troisième boîte, cellules génétiquement identiques, mais dans un environnement différent, elles ont créé des cellules graisseuses. Et donc j'étais en mode, je suis en train d'apprendre que les gènes contrôlent la vie, mais la recherche me montre que les gènes ne contrôlent pas ce qu'ils deviennent. C'est l'environnement qui contrôle ce qu'ils deviennent. En changeant l'environnement, c'est tous les mêmes gènes, mais os, muscles, graisse, c'était pas basé sur les gènes, mais c'était basé sur l'environnement dans lequel les cellules grandissaient. Donc maintenant, ce que ça dit, c'est que le milieu de culture, l'environnement, contrôle la génétique. Ok? Quels gènes vont trouver expression? Et là, tu te dis, ok, mais c'est des cellules dans une boîte en plastique avec une version de laboratoire du sang. Et je dis, oui, mais voilà l'histoire. Quand tu te regardes dans le miroir, tu te vois en tant qu'une personne. Mais non. Tu omets que tu es fait de 50 000 milliards de cellules. Et je dis, pourquoi c'est pertinent? Parce que les cellules sont des entités vivantes. Bruce, une communauté. Parfait, une communauté de cellules. Ok? Donc, en dessous de ta peau, il y a 50 000 milliards de cellules. Donc, je dis, le corps, c'est un peu comme une boîte de pétri couverte de peau.
À l'intérieur, il y a 50 000 milliards de cellules. Mais j'ai le milieu de culture original, le sang. Donc je dis, ah, donc la composition chimique du sang ou la composition chimique du milieu de culture, ça fait pas de différence si les cellules sont dans une boîte en plastique ou dans une boîte en peau. Ça reste contrôlé par l'environnement. Dans la boîte en plastique, je crée le milieu de culture. Dans ton corps, ton cerveau est le chimiste qui crée ton milieu de culture avec la bonne composition chimique. Ok? Donc je dis, oh, quel type de composition chimique le cerveau devrait mettre dans ce milieu de culture, le sang? Et là arrive la réponse la plus incroyable qui est, quelle est l'image qu'il y a dans ton mental? Est-ce que c'est une image de santé et de bonheur ou une image de peur ou faiblesse ou... Peu importe l'image à laquelle tu penses, elle va se transformer en chimie grâce au cerveau qui va s'aligner à l'image. Donc, une image d'amour dans ton cerveau va créer une chimie différente dans ton sang, comparée à une image de peur. Ok? Donc je dis, quand tu es amoureux, eh ben, ton cerveau va relâcher des choses comme la dopamine, qui est le plaisir de l'amour. L'oxytocine, qui est la liaison avec cet amour, ok? La vasopressine, parfait, va te rendre plus attirant, donc ton partenaire va rester avec toi. Et l'amour aussi, la chimie de l'amour, c'est les hormones de croissance. Et je dis donc quoi? Parce que je dis quand tu es amoureux, tu as la meilleure nutrition possible, la meilleure croissance. Et c'est là que les gens vont te dire « Oh, on peut voir qu'ils sont amoureux, ils sont tellement scintillants, ils sont en pleine santé. » Je dis ça, c'est la chimie de l'amour. Mais la chimie de la peur, c'est complètement différent. Et ça a un effet complètement différent. La peur, d'ailleurs, va couper ta croissance parce que le but est de te protéger de l'extérieur. Mais il faut bien que tu grandisses tous les jours. Et là, je suis un adulte, j'ai 76 ans, je grandis tous les jours. Pourquoi? Parce que chaque seconde, on perd des millions de cellules qui meurent, toutes les secondes. On a 50 000 milliards de cellules, mais toutes les secondes, il y en a des millions qui meurent. Des cellules de peau, de sang, de cheveux, de tout, de tout. Et toute l'idée, c'est ça. Combien de temps tu vas bien pouvoir vivre si toutes les secondes, tu as des millions de cellules qui meurent? Et donc je dis, écoute, tu as des cellules souches. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est des cellules embryoniques. Donc, quand il y a des cellules qui meurent, les cellules souches vont leur trouver des remplacements. Donc, la question devient, est-ce que tu as des cellules souches? Et la réponse est, est-ce que tu es en vie? Alors oui, tu as des cellules souches. Donc, en gros, quelle est la différence avec ma recherche? Les gènes ne prennent pas de décision. Les gènes, connectés avec l'environnement et ajustés pour s'aligner avec l'image de l'environnement, est-ce que c'est une image sans danger? Ou est-ce que c'est une image de peur? Ou une image d'amour? Ou une image de solitude? Peu importe l'image. Les hormones et les sécrétions du cerveau vont toujours s'aligner à cette image. Quand on était des enfants, peut-être qu'on jouait avec quelque chose qui s'appelait peindre les numéros. Et donc, tu as une image, et tu sais, il y a tout un tas de numéros dans des petits endroits, et tu as différentes couleurs, et tu as le nombre, et tu dois remplir l'espace. L'épigénétique, c'est peindre les numéros, mais à l'envers. Tu comprends ce que je veux dire? D'abord, tu as toute l'image, et ensuite, le cerveau va décomposer tout ça, il va se dire, OK, ça c'est blanc, ça c'est noir, et il va créer toute la chimie pour créer cette image. Et il va relâcher cette chimie dans le corps. T'es prêt? Parce que ça va t'époustoufler. Les cellules sont comme des pixels sur un écran de télé. Toutes les cellules. Et donc, quelle image vas-tu créer? Et je réponds, quel type de chimie tu viens de relâcher? Parce que tu es en train de peindre les pixels un peu. Et donc, mon corps, du coup, devient un complément qui va s'aligner à mes pensées. Donc, si je pense que je suis faible et que je vais tomber malade, alors le corps va dire, OK, apprêtons-nous à être malade parce qu'on est ouvert maintenant. Mais si tu es là persuadé que tu vas absolument pas choper la grippe, tu peux aller travailler et faire ta vie, tu vas pas choper la grippe. Donc, qui chope la grippe? Celui qui se dit, ouh, je peux peut-être attraper la grippe. C'est lui qui va le choper. Donc, en gros, tu es en train de dire que peu importe ce à quoi tu penses, tu deviens. C'est un peu ça que tu dis? Bah attends, laisse-moi t'arrêter ici parce que ça, c'est une citation connue de Bouddha. Tu veux l'écouter? Écoute, voilà la citation de ce que tu viens de dire, exactement la même chose. Ce que tu penses, tu deviens. Et donc, ce que tu viens de dire là, c'est une citation... T'es comme Bouddha Junior. J'aime bien ça.
Je vais l'utiliser, ça, je vais le regarder. Les amis, petite pause dans la conversation pour vous parler du sponsor, Cambly, l'application qui te permet de pratiquer l'anglais en personne avec des professeurs anglo-saxons. Souvent, on me demande comment j'ai fait pour apprendre l'anglais, devenir bilingue, parler couramment, comme aujourd'hui avec Bruce Lipton, et je réponds toujours l'immersion. Et il n'y a rien de tel pour ça qu'avoir une vraie conversation avec une vraie personne qui ne parle que l'anglais. Et avant, c'était pas facile de faire ça parce qu'il fallait voyager, etc. Mais aujourd'hui, avec Cambly, il n'y a rien de plus simple. Tu peux lancer l'application et 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an, tu auras tout un tas de professeurs disponibles pour parler comme ça instantanément avec toi. Donc tu lances l'appel, quelques secondes après, boum, tu te retrouves en train de converser avec un professeur dont l'anglais est la langue maternelle. Tu peux parler comme ça de tout et de rien et pratiquer ton anglais. Et il y a aussi l'aspect apprentissage de leçons particulières. Par exemple, tu as envie d'apprendre un langage spécifique à la cuisine, et ben tu as un programme là-dessus. Et pareil, ce programme-là, tu peux t'y connecter quand tu veux et tu auras un tuteur en live qui va se connecter avec toi. Donc si aujourd'hui tu as envie d'apprendre l'anglais, de progresser en anglais, ou peut-être tu sais déjà parler anglais mais tu n'as pas envie de le perdre, tout simplement, eh bien je t'invite à aller télécharger l'application en passant par le lien dans la description. Ça te donnera accès à 10 minutes gratuites de conversation pour tester le truc, voir comment ça marche. Et aussi, si tu décides de t'abonner après, abonne-toi avec le code PARFAITSHOW parce que ça te donnera 40% de réduction sur ton abonnement. Donc c'est presque moitié prix, d'accord? Donc je t'invite à faire ça tout de suite. Allez, retour à la conversation. Ok, donc tu dis que le cerveau, et je pense d'ailleurs que c'est instantané, donc dès que tu as l'idée, dès que tu as l'image, instantanément, des réactions chimiques vont se balader dans ton corps pour transformer ça en réalité. Exactement, et ça va sélectionner des gènes pour s'aligner à cette réalité aussi. Si c'est une réalité de peur, tu vas être en mode protection et tu vas te cacher. Si c'est une réalité d'amour, tu vas sortir et tu vas tout prendre parce que l'amour, c'est la croissance. La peur, c'est poussez-vous, poussez-vous. L'amour, c'est viens, viens. Donc si quelqu'un va être en pleine forme, en pleine santé, devenir l'amour serait la clé pour la santé éternelle, tu dirais, ou est-ce que tu pourrais penser à l'amour, tu vois, toute la journée, le ressentir l'amour, mais malgré tout tomber malade? Est-ce que ça, c'est une possibilité? Oui, parce que l'idée, c'est que on vit à travers le conscient. C'est ça qui crée les réactions chimiques et le subconscient, d'accord? On vit à travers ces deux-là. Maintenant, on dit le conscient et le subconscient, quand on les met ensemble, ça fait l'esprit. Dis non, il y a deux esprits et ils font pas la même chose. Le conscient, juste derrière ton front, c'est là que tu es un individu. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Genre, le conscient est unique. Tout comme ton code PIN, ton code... juste, il n'y a que toi qui viens dans ton conscient. Parfait, tu as un conscient différent que le mien, donc du coup, tu reçois différents signaux que moi. Il n'y a pas deux personnes pareilles, ok? L'esprit subconscient, c'est un peu comme un disque dur dans un ordinateur. On met des programmes dessus. Donc, tous les deux, on pourrait avoir le même programme, mais on aura un esprit conscient différent. Donc, le conscient est créatif. C'est sa fonction de penser et d'imaginer. Qu'est-ce que tu veux? Et je veux être en pleine santé, je veux avoir de la romance. Peu importe ce que tu veux créer. Le subconscient, c'est des habitudes. C'est pas de la création. J'ai appris à marcher. Ok, devine quoi? Tu as appris à marcher avant d'avoir 2 ans et tu n'auras pas, à moins d'avoir un problème aux jambes, tu n'auras pas à réapprendre à marcher, même si tu as 110 ans, tu utiliseras toujours ce même programme que tu as appris quand tu avais 2 ans. Donc, le subconscient apprend des programmes, et ensuite ils deviennent des habitudes, et ensuite ça se répète. Une habitude, ça se répète encore, et encore, et encore, et encore. Donc, si tu as pris une habitude quand tu avais 3 ans, tu pourrais avoir 100 ans aujourd'hui et jouer la même habitude, parce qu'une habitude, c'est automatique. Tu appuies sur le bouton, programme, boum. Penser, par contre, ça c'est créatif. Le conscient égale pensée, subconscient égale habitude, ok? Et donc quoi? Eh bien, je peux être content dans mon esprit conscient autant que je veux, mais la question devient, si je restais conscient, eh bien, je serais content tout le temps. Mais le problème, et les gens ne savent pas ça, et c'est pour ça que c'est aussi difficile pour eux, c'est le conscient est créatif, ça a ses souhaits, ses désirs. Si je te dis parfait, dis-moi ce que tu veux pour ta vie, etc., tu vas me dire je veux ci, je veux ça. Et ça, c'est l'imagination. Et si mon conscient gère ma vie un petit peu comme un véhicule, comme une voiture, et que je conduis comme ça ma vie avec mon conscient, le conscient va m'emmener où? Vers mes désirs, vers mes souhaits. Mais voilà le problème, et tout le monde a ce problème. C'est l'esprit conscient est créatif,
Mais l'esprit conscient peut penser. Et donc je dis, quelle est la différence? Créatif, je regarde le monde et ce que je veux. Penser, je vais à l'intérieur de ma tête. Parfait. Aujourd'hui, on est mardi. Si je te dis, qu'est-ce que tu fais jeudi après-midi? La raison pour laquelle je te pose cette question, c'est que c'est probablement pas écrit devant toi, là, mais dans un moment ou deux, tu vas penser, tiens, qu'est-ce que je vais faire jeudi? Et au moment où tu as pensé, tu n'étais pas en train de regarder à l'extérieur, tu regardais à l'intérieur. Il va falloir que tu changes la direction. Donc, quand je suis conscient, je regarde à l'extérieur. Quand je pense, je regarde à l'intérieur. Et donc, je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si tu conduis et que tu commences à penser, et c'est ton conscient qui était censé conduire la voiture, mais d'un coup, tu commences à penser. Eh bien, à ce moment-là, tu ne regardes plus à l'extérieur. Et donc là, tu dois te dire, mais la voiture va cracher. Et non. Le subconscient qui a l'habitude, c'est en autopilote. Autopilote. Quand tu es en train de penser et que tu as arrêté de regarder à l'extérieur avec ton conscient, ton subconscient sait comment faire les choses. Il sait comment conduire, il sait comment marcher, il sait comment faire ton travail, il y a des habitudes. Et donc, pourquoi c'est pertinent? Et tous les gens dans l'audience, c'est le moment de se réveiller. Vous êtes prêts? Le conscient est créatif. Et tu peux créer le paradis sur Terre. Ok? Le subconscient, c'est les habitudes. Et je dis, d'où est-ce que tu as pris l'habitude? Le comportement, l'habitude. Ok? Et je dis, tu les as pris d'autres personnes. Qu'est-ce que tu veux dire? Le cerveau est un ordinateur. C'est un ordinateur. Donc, allons au magasin. Je ramène un ordinateur complètement neuf, et j'appuie sur Start. Et l'ordinateur s'allume, et l'écran s'allume, et je dis, OK, fais-moi une image, ou écris un essai, ou dessine un tableur, ou quelque chose. Et tu vas te rendre compte que, attends, je ne peux pas le faire. Et tu vas me dire, pourquoi? Tu as un nouvel ordinateur. Et là, je dis, oui, mais d'abord, il faut que je mette un programme dans l'ordinateur. Si je n'ai pas le programme, je ne peux pas utiliser l'ordinateur. Donc, dans le développement d'un humain, le cerveau s'allume au dernier trimestre de la grossesse, les 3 derniers mois avant que tu naisses. C'est là que ça s'allume. Mais il n'y a pas de programme. Donc je dis, comment est-ce que tu fais pour avoir un programme? Eh bien, je dis, dès la fin de la grossesse et pendant 7 ans, le cerveau n'est pas au niveau de la conscience. Il n'est pas là encore. Il est en train de se développer. C'est des vibrations. Donc je pourrais dire, tiens, regarde, parfait, je peux mettre des câbles sur ta tête, ça s'appelle de l'électroencéphalographie, ou EEG, et donc je peux lire les fonctions de ton cerveau. Pourquoi? Parce qu'il y a les vibrations ça fait de l'électricité, ça se connecte à la peau, je mets des électrodes sur la peau, boum, je peux lire les vibrations. Ok? Donc je dis, mais quand je lis les vibrations, il y a une vibration du sommeil qui est très basse, et il y a une vibration du travail qui est très haute. La lente, vibration lente, ça s'appelle delta. Et bêta, c'est la vibration super rapide. Tu sais, travail, penser, maintenant. Les gens, travailler, penser, parler. Bêta. En dessous de bêta, c'est l'alpha. Ça, c'est la conscience calme. Tu sais, quand tu te réveilles et tu es juste calme. Tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je traîne un peu. Mais dès que tu commences à te concentrer, l'énergie s'élève. Donc, quel est le point? Il y a plusieurs niveaux de vibration. La plus basse, c'est delta, et l'enfant, pour la première année environ, c'est en delta parce que l'enfant dort la plupart du temps. Mais entre l'âge de 1 et 7 ans, ou même plutôt de l'âge de 0 à 7 ans, les vibrations du cerveau ne sont pas suffisamment hautes pour être conscientes. C'est juste en dessous, ça s'appelle θ. Et en θ, il y a l'imagination. Et les enfants jouent beaucoup à l'imagination. Ils vont monter sur un balai, et pour eux, c'est pas un balai, c'est un cheval. Dans l'esprit de l'enfant, quand il regarde en bas, il voit pas un balai, il voit un cheval. Imagination. Ou alors les salons thé imaginaires, comme ça, tu sais, ils mettent rien du tout dans la tasse, ils boivent le rien du tout, et oh là là, c'est le meilleur thé que j'ai jamais eu de ma vie. L'imagination, θ. θ, c'est l'hypnose. Et pourquoi c'est pertinent? Parce que pendant 7 ans, tu télécharges des programmes dans ton cerveau. Parce que pendant 7 ans, ta vibration dominante, c'est θ. Et donc, tu observes et tu télécharges. Et donc, c'est important parce que, pense à ça. Combien de règles tu as à apprendre pour être le membre d'une famille ou d'une communauté? Il y a un livre épais, comme ça, plein de règles. Et donc, comment est-ce qu'un enfant va apprendre toutes ces règles? Eh bien, la nature a dit, boum, enregistre, θ, c'est un peu comme une caméra. Tout ce que je vois, tout ce que j'entends,
va directement dans le programme. Donc je dis, à quoi bon tout ça? Eh bien, tout le monde a été programmé. Et donc je dis, où est-ce que tu as pris ce programme? D'autres personnes. Ton père, ta mère, tes frères et sœurs, la famille, la communauté. Tu les as regardés et tu as téléchargé des comportements. Et donc c'est comme ça que tu as tes programmes. Maintenant, il y a un problème. Parce que si tes parents ont un mauvais programme, eh ben, tu télécharges le mauvais programme. Tu télécharges le bon programme, tu télécharges peu importe ce que tu vois. Il n'y a pas de filtre qui dit « Ouh là là, ça c'est mauvais, prends-le pas ». Non, il n'y a pas de filtre. Donc tu télécharges le bon, tu télécharges le mauvais. Donc ce que je dis, c'est que tous les programmes qu'on a, ils sont mixtes. Il y a un petit peu de bon, il y a un petit peu de mauvais parce qu'on a copié nos parents. Et où est-ce qu'eux, ils ont pris leur programme? De leurs parents à eux. Et où est-ce qu'eux l'ont pris? De leurs parents. Donc l'expérience qu'on a dans notre subconscient, c'est là où il y a les programmes, donc c'est notre disque dur, on va dire. Ces programmes qui viennent majoritairement dans nos vies sont venus quand on était dans un état d'hypnose dans nos 7 premières années. Et donc je dis, les programmes qui sont venus ne viennent pas de nous, mais il n'y avait pas tes désirs et tes souhaits dedans. Non, ça a copié tes parents. Et si tes parents avaient un problème dans leur vie, tu as le programme pour avoir le même problème. Donc quelque chose comme le cancer, tu dis « Oh là là, le cancer, c'est à cause des gènes ». Non. Le cancer, ça vient du programme. Tu prends un enfant, tu vas adopter un enfant, et tu le ramènes dans une famille qui a un cancer qui traîne dans la famille, eh bien, l'enfant adopté va avoir le même cancer que celui qui traîne dans la famille, tout comme les autres enfants de la famille, sauf que l'enfant adopté vient d'une génétique complètement différente. Le cancer, c'est une conséquence d'un mauvais programme. Un programme d'auto-sabotage, un programme autodestructeur, si tu veux. Il n'y a pas de gène qui cause le cancer. Donc, voici le point. Le cerveau de l'enfant s'allume, dernier trimestre de la grossesse, et ensuite, de là jusqu'à l'âge de 7 ans, la vibration dominante du cerveau est θ, qui est l'imagination avec laquelle l'enfant s'amuse, tu vois, le monde imaginaire, mais θ, c'est l'hypnose. Donc pendant 7 ans, tu télécharges. Et après l'âge de 7 ans, l'esprit conscient, donc toi, là, juste là, toi en tant qu'identité, toi en tant qu'esprit, juste là, peut ensuite aller taper sur le clavier et créer des histoires et créer ta vie, tu vois. Oui, mais tu as quand même le programme qui traîne dans ton subconscient, un programme de quelqu'un d'autre, mais quand tu es conscient, je peux écrire exactement ce que je veux. Je veux être heureux, je veux être en pleine santé, je veux des super relations, je peux le taper et mon esprit est censé le comprendre. Mais voilà le problème, et je l'ai mentionné. Quand tu es en train de penser, tu laisses tomber le contrôle. Et ensuite, le disque dur du subconscient, le comportement subconscient, que tu as du coup chopé d'autres personnes, reprend le contrôle. Parce que c'est de l'autopilote. Donc, si je conduis la voiture et d'un coup je commence à penser, alors je ne suis plus consciemment en train de regarder à travers la vitre, je suis en train de penser, ok, qu'est-ce que je fais jeudi? Je pense. Donc, qui est-ce qui conduit la voiture? Eh bien, le subconscient, c'est le programme. Je sais conduire la voiture, j'ai appris à conduire la voiture. Donc, quel est le point de tout ça? 95% de ta vie ne vient pas de tes souhaits et de tes désirs conscients. 95% de ta vie vient de tes programmes que tu as téléchargés d'autres personnes. Tu n'es pas en train de contrôler ta vie, tes programmes contrôlent ta vie. Et donc, pourquoi est-ce que c'est pertinent? Parce que la plupart des programmes qu'on a téléchargés sont autodestructeurs. Et peu importe les problèmes que tes parents avaient, devine quoi, tu les as aussi. Mon père avait des problèmes cardiovasculaires, boum, j'ai des problèmes cardiovasculaires. Waouh, c'est la génétique. Non, c'est le programme. Et si tu sors du programme, donc, et d'ailleurs, tu sais, il y a 2 choses que je dois dire là tout de suite. La première, cette histoire, ça fait maintenant... Ça fait au moins 30 ans que je dis la même histoire, mais j'en ai pas une meilleure. Donc, ça donne ça. Tu as un ami. Tu connais très bien le comportement de ton ami. Tu connais son comportement. Et tu connais les parents de ton ami. Et un jour, tu vois ton ami qui fait exactement la même chose que ses parents et tu dois lui dire. Tu vas le voir et tu dis « Hey, Bill, t'es exactement comme ton père. » Et là, je dis, tu ferais mieux de te reculer un peu de Bill, parce qu'au moment où tu dis ça, Bill va dire,
comment est-ce que tu peux me comparer à mon père? J'ai rien à voir avec mon père. Et tout le monde vit cette expérience, tout le monde connaît ça. Et donc, pourquoi est-ce que c'est l'histoire la plus profonde? Et la réponse est ça. Tout le monde peut voir que le comportement de Bill ressemble à celui de son père. Le seul qui ne peut pas le voir, c'est Bill. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'où est-ce qu'il a pris le comportement? Il a téléchargé le comportement de son père dans les premières 7 années de sa vie. Et donc, pourquoi est-ce qu'il joue le comportement de son père? Parce que son esprit conscient n'y porte pas d'attention. Et donc, du coup, quand le comportement ressort, ça vient du programme, pas de l'esprit conscient. Mais le conscient ne peut pas voir ce qui se passe, parce que le conscient est bloqué dans toutes ses pensées. Donc, Bill pense, mais comment est-ce que tu peux me comparer à mon père? Parce que dans son esprit, il ne ressemble pas à son père. Mais dans le programme de Bill, c'est son père. Mais il ne voit pas le programme. Et donc, quelle est la conclusion? Nous sommes tous Bill. Tout le monde, toute la journée, 95% de notre vie vient de programmes subconscients qu'on a chopés d'autres personnes et on ne les voit pas. Donc pourquoi c'est pertinent? Parce que si j'ai un mauvais programme depuis ma famille et que je le joue, est-ce que je sais que je le joue? Non. Non, je peux pas y porter attention, je suis en train de penser. Donc ma vie n'est même pas ma vie est un programme. Et donc je me dis, waouh. Donc, alors ça voudrait dire que le film Matrix, c'est pas de la science-fiction. C'est la vraie vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le film Matrix, tout le monde a été programmé. Et donc je dis, c'est vrai aussi dans la vraie vie. Il n'y a pas une seule personne sur cette planète qui n'a pas été programmée pendant les 7 premières années. Donc je dis, ouais, on a tous été programmés. Et dans le film, ils disent, eh bien, tu peux prendre la pilule bleue et tu peux te réveiller, tu es toujours dans le programme. Prends la pilule rouge et tu sors du programme. Donc qu'est-ce qui se passe si tu sors du programme? Et je dis, je vais te donner un exemple où la plupart des gens sont sortis du programme, parce que la plupart des gens, quand ils arrivent à un certain âge, ils ont pris cette pilule rouge, sans le savoir. Mais ça a changé leur vie. Et qu'est-ce que c'était ça? Tomber amoureux de quelque chose ou de quelqu'un. Mais pourquoi? Eh bien, quand tu tombes amoureux, pourquoi est-ce que tu joues un programme 95% du temps? Pourquoi? Ah, parce que je pense 95% du temps. Mais si je tombe amoureux, j'arrête de penser. Pourquoi? Parce que si tout ce que tu as cherché est juste là, pourquoi est-ce que tu penserais? Non, tu restes là, tu apprécies ce que tu as. Et ça s'appelle être attentif. Être attentif, rester dans le présent. Et ça, c'est l'équivalent de la pilule rouge. Tu arrêtes de jouer le programme. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, ta vie, c'est bla 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 bla. Et ensuite, tu rencontres quelqu'un. 24 heures après, oh, la vie est incroyable, j'adore la vie, la nourriture est incroyable, la musique c'est folle, oh là là, tout est bien, j'adore ma vie, je suis amoureux. Et je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tu as créé le paradis sur Terre. Mais attends, je dis, attends une seconde. T'étais blablabla toute ta vie, c'était blablabla. Et là, en 24 heures, toute ta vie a pris un tournant à 360 et maintenant c'est l'amour et la joie et la beauté et le bonheur et le paradis sur Terre. Et je me dis, waouh, combien de temps ça dure ça? Eh bien, à partir du moment où tu ne penses pas, le paradis sur Terre reste parce que tu ne joues pas le programme. Mais au moment où tu recommences à penser, tu rejoues le programme. Et quel est le problème avec ça? Eh bien, ton partenaire qui est tombé amoureux de toi n'a jamais vu ton programme négatif parce que tu ne l'as jamais joué encore. Parce que tu étais dans cette conscience créative et tes désirs et tes souhaits. Ouh là là, je suis paradis sur Terre, mais un jour, tu penses et ton partenaire arrive à la maison et t'es là, blablabla, et elle aussi, et lui aussi. Et qu'est-ce que c'est que ce comportement? Qui es-tu? Parce que il ou elle n'aura jamais vu ce comportement. Parce que c'était un programme. Et tant que tu es attentif, tu ne joues pas ces programmes. Et c'est une période qu'on appelait la lune de miel. Tu ne jouais pas de programme, tu étais en train de créer. Mais quand tu recommences à penser, alors le programme revient. Et ça, c'est un tout autre comportement. Et c'est là que la lune de miel commence à partir. Pourquoi? Parce que la joie et l'amour de créer cette espèce de paradis disparaît pour recréer le programme. Et ta vie redevient un programme, et la lune de miel commence à se dissiper. Et la conclusion est la chose la plus importante au monde. Et ça, c'est que quand tu as arrêté de jouer le programme, tu as créé un nouveau monde. Tu as créé une nouvelle vie. Tu as créé des souhaits, des désirs. Et pourquoi? Parce que c'était le job de ton conscient. Mais quand tu penses,
subconscient. Et le problème, c'est que la plupart de ces programmes sont déresponsabilisants. Ils vont t'auto-détruire et ils vont te limiter. Et tu vois, c'est des croyances qui te limitent. Et c'est des programmes, mais ce n'est pas toi. Toi, tu es créateur. Et quand tu laisses ces programmes partir et que tu crées, qu'est-ce que tu crées? Tu crées le paradis sur Terre. Et donc, c'était toujours là. C'était juste tes programmes qui t'empêchaient d'avoir cette expérience du paradis tous les jours que tu vis sur cette planète. Et donc, d'un coup, c'est en mode, attends, je ne suis pas une victime. Et donc, non, tu ne l'es pas. Tu es créateur. Mais tes seules créations viendront de tes programmes jusqu'à ce que quand tu penses, d'un coup, tu vas directement, automatiquement créer depuis ton programme. Donc, si c'est un mauvais programme, tu vas créer ça, mais tu ne vas pas le voir. Comme Bill. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle tu jouais le programme, c'est parce que tu ne portais pas attention. Donc, tu ne voyais même pas le programme. Mais tu vois le résultat, par contre. Et le résultat, c'est quoi? C'est pas ce que je voulais. Je voulais être en pleine santé, je voulais avoir de bonnes relations, je voulais avoir plein d'argent, je voulais blablabla. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je ne l'ai pas eu. Et je dis, et pourquoi pas, du coup? Et voilà le problème. Parce que les gens pensent que c'est le monde extérieur qui les empêche d'avoir leur succès. Alors que non, c'est ton monde intérieur qui programme constamment l'échec. Et tu fais ça toute la journée, mais comme Bill, tu le vois pas. Et donc, si tu le voyais pas, alors, d'où vient le programme? Eh bien, ça ne vient pas de moi. Hein. Moi, je voulais avoir du succès et être content. Mais pourquoi pas alors? Je suis une victime. C'est ces gens-là qui ont fait ça. C'est mes profs qui ont fait ça. Mon père, ma mère ont fait ça. Mon partenaire est parti et ça a chamboulé toute ma vie. Mais ils ont fait ça, en gros. Alors qu'on ne réalise pas que nous sommes fait ça. On ne l'a pas vu. Et donc je dis, maintenant le problème c'est que ta vie est programmée 95% du temps. Les jésuites, ils le savaient ça depuis 400 ans et ils l'ont dit à leurs adeptes et leurs adeptes, sans même comprendre ce qu'ils disaient. Et voilà ce qu'ils disaient. Donne-moi un enfant jusqu'à ce qu'il ait 7 ans et je te montrerai l'homme. Et voilà ce qu'ils disaient. Donne-moi les premières 7 années pour mettre un programme dedans. Et 95% de la vie de cette personne vient du programme. Donc donne-moi les 7 premières années et je te dirai à quoi ressemblera le reste de sa vie. Et ils savaient ça depuis 400 ans. Et si tu penses que les gens qui sont en pouvoir quelque part ne se souviennent pas de ça, ouh là là, ils savent exactement. Ils peuvent te programmer mieux que les jésuites auraient pu même l'imaginer à l'époque. Et donc, oui, on a tous été programmés, et on a été programmés à perdre notre pouvoir et de le donner à d'autres personnes, de façon à ce que notre propre création qu'on fait pour nos vies à nous ne vienne pas de nos souhaits et nos désirs, mais viennent du programme qu'on nous a donné. Et donc, tout d'un coup, tu te rends compte que tu as créé la vie de quelqu'un d'autre, et tu crées le monde de quelqu'un d'autre. Ouh là là, il y a plein de guerres qui se passent en ce moment. Ah oui, parce qu'on a été programmés pour savoir qu'il y a de la guerre et que nous, on a raison et que eux, ils ont tort et tout ça, blablabla. Et le programme dit, oui, voilà, c'est ce qu'on fait, donc tu te bats. Mais si tu étais amoureux, tu te battrais pas. Parce que, quoi, je ferais un truc pareil, je suis amoureux. Ok? Donc ça devient vraiment important pour les gens de comprendre et de reconnaître que nous sommes contrôlés par le programme. Et que nos capacités créatives sur nos souhaits et nos désirs ne fonctionnent que lorsqu'on arrête de jouer ce programme. Et c'est super difficile de ne pas jouer le programme parce que c'est 95% de notre journée. Exactement, parce qu'on est toujours en train de penser tout le temps. Donc, ok. Donc, tu as ces programmes qui tournent, à chaque fois que tu penses, boum, les programmes viennent et ils reprennent le contrôle. Comme tu disais, par exemple, quand tu conduis, boum, le programme reprend le dessus. Oui, et tu voyais même pas ce qui se passait. Par exemple, disons que tu es dans une voiture. Et t'es pas tout seul, il y a un passager avec toi, et vous avez une conversation, tu vois, avec le passager. Et super conversation, bla bla bla, vous parlez, bla bla bla, cool. Et d'un coup, tu regardes au travers de la vitre, et tu te rends compte que t'as conduit pendant 5 minutes, mais t'as pas porté attention à la route. Et donc je te dis, ok, laisse-moi te poser 2 questions. La première question, de quoi est-ce que tu parlais? Ouh là là, on parlait de ceci, on parlait de cela, on parlait de ça. Deuxième question, qu'est-ce qu'il y avait sur la route pendant ces 5 minutes? Et tu vas me dire, je ne l'ai pas vu. Et donc pourquoi? Parce que ton conscient était bloqué dans ce programme et c'est l'autopilote qui a conduit au final. Et donc ton conscient n'a absolument aucune idée
de ce qui s'est passé sur la route alors que tu étais en train de conduire. Et soudainement, je dis, voilà l'histoire de ta vie. Tu n'as aucune conscience, aucune idée de 95% de la conduite que tu fais. Parce que c'est en automatique. Et la plupart des programmes que nous avons ne sont pas vraiment favorables pour nous. La plupart des choses qu'on a téléchargées enlèvent notre pouvoir plutôt que de nous en donner. Maintenant, la question naturelle devient, en dehors du fait de ne pas penser ou alors de prendre des distances vis-à-vis de nos pensées, d'abord, comment est-ce que tu fais pour reconnaître ces programmes? Est-ce que tu regardes à tes résultats pour t'en rendre compte? Et deux, comment est-ce que tu vas changer ces programmes? Alors, bien évidemment, ça c'est les questions les plus importantes du monde maintenant, parfait. Donc, comment tu fais pour savoir quels sont tes programmes? Ah, j'ai une réponse. Alors, quelle est la réponse? La réponse est, pendant 95% de la journée, tu fais tourner des programmes. Pendant 5% du temps seulement, tu vas être créatif avec tes souhaits. Donc je dis, et alors? Eh bien, 95% de ta vie, c'est le programme. Ta vie, comme tu es en train de la vivre, est une impression de ton programme. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je dis, toutes les choses que tu aimes qui arrivent dans ta vie, elles viennent parce que tu as un programme qui dit « Viens, venez », tu vois. Mais toutes les choses avec lesquelles tu galères, donc les relations, le travail, tu sais, la santé, tu galères avec tout ça, tu travailles dur, tu vois, je veux que ça arrive et je vais transpirer pour ça. Je travaille très très dur, tu vois, je mets beaucoup d'efforts. Pourquoi tu travailles aussi dur? Et la réponse est simple. Peu importe ce que tu essayes d'atteindre et tu as du mal à y arriver, c'est pas parce que l'univers veut pas te le donner, c'est ton propre programme qui t'empêche de l'avoir. Donc, si tu essayes d'avoir une relation, par exemple, et tu n'arrives pas à en avoir une, et tu te dis, mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez ces gens? Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe chez toi avec ton subconscient? Parce que peu importe ce que tu es en train de jouer, dans ton subconscient, est en train de repousser tous ces gens. Et donc, à chaque fois que, ouh là là, je suis une victime, ils m'ont quitté, je dis, non, 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 tu les as aidés. Peu importe la façon avec laquelle tu répondais à eux, ça les a forcés à partir. Et donc, d'un coup, je dis, donc, quels sont tes programmes? Eh bien, regarde à ta vie. Les choses que tu aimes, tu as un programme, c'est pour ça que c'est là. Les choses que tu veux, que tu n'arrives pas à avoir, eh bien, c'est pas parce que l'univers ne veut pas te le donner, c'est ton propre programme qui t'empêche de l'avoir. Par exemple, j'aurais absolument pas pu avoir une bonne relation tant que je jouais le programme de mon beau-père. Leur relation a été pourrie, a été mauvaise. Et donc, pourquoi c'est pertinent? Eh bien, j'ai téléchargé ce comportement. Donc, à chaque fois que je commençais des relations, eh bien, je prenais ma mère, mon père, et puis je devenais mon père, et j'avais le même comportement que mon père, et du coup, tout le monde se barrait. Et donc, l'idée, c'est que, comme Bill, je ne voyais pas ce que je disais, mais elle partait, et tout ce que je pouvais dire, c'est « bah, elles sont parties ». Et je me disais pas « et moi dans tout ça ?» Alors que tu étais celui, de façon inconsciente, Bruce, qui a créé un comportement qui les a repoussés parce que ce comportement était programmé. Et donc, en gros, c'est ça la bonne nouvelle. Quels sont mes programmes? Regarde ta vie. Simple. Ta vie est une impression de ces programmes. Peu importe là où tu as du mal, c'est pas parce que l'univers ne veut pas te le donner. Tu as du mal parce que, peu importe la destination que tu vas atteindre, le programme que tu as eu dans ton développement ne t'aide pas à aller là-bas. Et du coup, tu galères, tu peux pas y arriver parce que ton programme ne t'aide pas, ne te permet pas d'y arriver. Et voilà au final pourquoi tu trimes. Maintenant, la partie suivante, et là c'est la question qui vaut des millions, hein, la question qui vaut des millions, comment est-ce que je change le programme? Ok, alors A. Est-ce que je sais quel est le programme? Alors ça, je viens de te le dire. Tu as des problèmes avec tes relations? Eh bien, voilà ce que ça veut dire. Mon programme vis-à-vis des relations ne soutient pas les relations que je veux créer. Il faut que je change ce programme. Alors, comment est-ce que je change ce programme? Et ça a toujours été le problème. Pourquoi? Parce que le conscient, c'est celui qui va se dire « Ok, ce programme est bon, ce programme n'est pas bon. » Mais le subconscient, lui, ne pense pas. Il a juste des programmes. Il dit juste « Ok, appuie sur le bouton de l'ordinateur et boum, il va jouer le programme de façon automatique. Il n'y a pas de pensée. » Donc, en quoi c'est pertinent? Ces deux esprits sont différents. Le conscient est connecté à ton expérience personnelle, ton expérience spirituelle personnelle. Toi, dans ton conscient, est unique dans le monde entier. Okay? Le subconscient, lui, n'a que des programmes à l'intérieur, comme j'ai dit. Donc, l'un est créatif, conscient, alors que l'autre est habitude. Ce ne sont pas les mêmes. Conscient contre habitude, il y en a un qui est créatif, l'autre qui est habitude, donc il y en a un qui est répétition, alors que l'autre dit « viens, on teste des trucs nouveaux ». Donc je dis, pourquoi c'est pertinent? Parce qu'ils ont deux fonctions différentes, okay? Conscient et subconscient, mais ils apprennent
de différentes façons aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le subconscient, c'est l'habitude. Donc, qu'est-ce qui est important à propos de l'habitude? Eh bien, une fois que tu as l'habitude, tu n'as pas envie que ça change. Parce que, sinon, ça serait pas une habitude. Oh, j'ai appris à conduire une voiture, j'ai cette habitude, mais je viens d'oublier comment conduire une voiture. Maintenant quoi? Ou alors, tiens, j'ai appris à marcher quand j'avais 2 ans, mais je viens d'oublier comment on marche. Non, non, ça marche pas comme ça. Donc, voilà l'idée. Les habitudes résistent au changement. Parce que si elles changent, eh bien, c'est plus des habitudes du coup. Oui, c'est leur travail du coup. Ok, donc l'idée c'est que celui-là, le conscient, il est créatif, il a des souhaits, des désirs, et celui-là, du coup, le subconscient, a des programmes. Et donc, comment on fait pour mettre un programme à l'intérieur? Eh bien, ça ne vient pas de juste penser, parce que c'est pas comme ça qu'une habitude se fait. Une habitude se fait, comment tu fais les premières 7 années? Eh bien, l'hypnose, theta. Donc je dis, donc si je veux changer mon subconscient, je peux utiliser l'hypnose. Et tu dis oui, mais tu n'as pas besoin d'un hypnotiseur. Tu peux changer avec tes propres hypnoses. Et je dis, pourquoi? Eh bien, chaque nuit, tu te rappelles quand j'ai dit qu'il y avait plusieurs vibrations? Quand tu es réveillé, c'est très haut, mais au fur et à mesure que tu vas te coucher, eh bien, ça descend jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand la conscience se déconnecte et que tu t'endors, la prochaine période du cerveau, c'est theta. Et tu te rappelles, c'est la période de l'hypnose. Donc, quand je m'endors, ma conscience se déconnecte, mais les prochaines minutes, les minutes qui suivent, le cerveau se met à la vibration de theta avant d'aller à la plus basse qui est delta. Et donc, pendant que c'est en theta, peu importe ce que le cerveau entend, tout comme pendant les 7 premières années, ça se télécharge dans le subconscient. Donc, tous les soirs, quand tu vas te coucher, tu peux mettre ton casque avec un programme qui va soutenir ce que tu cherches à accomplir. Peut-être c'est un programme pour les relations, un programme pour faire de l'argent, ou un programme pour être en pleine forme. Donc, tu joues ça avec ton casque. D'ailleurs, ces programmes, c'est quoi? C'est des affirmations? Eh bien, c'est un peu plus que ça. Ça va te donner toute une histoire sur à quel point tu es puissant, tu vois, dans ces programmes. C'est pas juste tu es intelligent, tu es intelligent, tu es intelligent. Non. C'est plus que ça. D'ailleurs, en parlant de reprogrammer son subconscient pendant qu'on dort, j'interromps la conversation pour vous dire 2 mots du sponsor, Deep Belief. Deep Belief, et vous allez voir, ça tombe très très bien, c'est la première application d'auto-hypnose audio pour reprogrammer son subconscient justement. L'appli est très simple à utiliser, vous choisissez votre objectif, par exemple réussite en amour, puis une croyance limitante à déloger sur le sujet. De là, vous aurez une séance audio de 7 minutes à écouter pendant 21 jours d'affilée, le soir, au moment où vous entrez en onde θ. Ainsi, vous pourrez remplacer vos croyances limitantes par des croyances positives, reprogrammer votre subconscient et reprendre la main sur votre réalité intérieure et extérieure. En plus des séances de 21 jours, avec Deep Belief, vous pouvez reprogrammer votre subconscient beaucoup plus vite parce que vous avez aussi des séances matinales de 5 minutes. Vous avez des shots d'affirmation positives de 3 minutes et il y a même une séance de 7 heures pour reprogrammer toute la nuit. Cette appli est conçue par des experts en hypnose et en neurosciences et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 7 jours en téléchargeant l'application, en utilisant le lien dans la description. Donc si vous êtes sur l'ordinateur, YouTube là tout de suite, c'est très facile, mais si vous êtes sur mobile, vous cliquez sur le titre de la vidéo, ça va ouvrir la boîte à description. Et pareil, si vous êtes sur une plateforme de podcast, pareil, il faut cliquer sur le titre de l'épisode et la boîte à description va apparaître et vous pourrez voir le lien pour télécharger Deep Belief. Donc maintenant que tu sais que tu peux reprogrammer ton subconscient, pourquoi pas juste essayer de le faire dès ce soir, commencer à le reprogrammer dès maintenant avec Deep Belief, 7 jours gratuits, lien dans la description, je te laisse faire ça et on retourne à la conversation. Mais donc, tu écoutes ce programme, mais tu es en train de dormir. Donc, qui est-ce qui écoute ce programme? Theta. Mais theta, c'est l'hypnose. Donc, peu importe ce que tu viens d'entendre, boum, ça commence à se télécharger. Donc, au fur et à mesure que tu vas le répéter, tu peux changer ta vie juste en mettant un casque toutes les nuits avec un programme qui va soutenir ce que tu veux accomplir. Donc, tu as appris que la première façon de mettre un programme dans le subconscient, c'est le theta, l'hypnose, pendant les premières 7 années. Mais toutes les nuits, juste après que tu déconnectes et que tu t'endormes, la prochaine zone de temps est θ justement. Donc si tu mets un casque, peu importe ce que tu entends, ça va pas aller dans ton conscient parce que tu es en train de dormir. Ça va aller directement dans ton subconscient. Ça, c'est l'auto-hypnose, numéro 1. Numéro 2. Le truc, c'est que cette auto-hypnose en θ a marché pendant 7 ans. Mais tu as appris d'autres habitudes après tes 7 ans. Tu as appris à conduire une voiture, tu étais plus âgé que 7 ans. Tu as peut-être appris à jouer de la musique, tu étais sûrement plus vieux que 7 ans. Peu importe, il y a des choses nouvelles que tu as apprises. Et donc, comment tu les as apprises? T'es prêt? La pratique. Répétition, tu as répété. En répétant quelque chose, tu crées une habitude. Donc, après l'âge de 7 ans, tu peux apprendre de nouvelles habitudes.
mais tu les apprends à travers l'effort d'une répétition. Tu vois, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et donc après, boum, tu apprends à jouer un instrument, tu peux prendre l'instrument et y jouer, mais si tu n'avais pas pratiqué, tu pourrais prendre l'instrument, mais tu ne saurais pas quoi en faire. Donc, tu as besoin de la pratique. Et la pratique, c'est la répétition. Et qu'est-ce que c'est la répétition? Créer une habitude. Au passage, j'ai une question là-dessus, très rapide. Est-ce que tu dirais que la répétition physique fonctionne tout aussi bien que la répétition mentale? Absolument, absolument. Et c'est comme ça que tu apprends quelque chose, tu vois. Peu importe, disons que tu travailles dans une usine et que ton travail, c'est de faire ça et faire ça et faire ça, et ensuite de le passer à ton collègue. Eh bien, après un petit temps avoir fait ça, 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 et le passer à ton collègue, au bout d'un moment, tu vas pouvoir parler pendant que tu le fais, tu vas pouvoir penser pendant que tu le fais, peu importe, pourquoi? Parce que maintenant, c'est une habitude, t'as pas besoin d'y penser, c'est automatique. Donc, ça peut être physique, ok? Mais ça pourrait être aussi des expressions mentales de choses physiques. Et ça, c'est ce qui a été commencé en Russie, où ils se sont dit, tiens, comment est-ce que je pourrais entraîner mes athlètes au-delà de les mettre sur le terrain et de leur faire des exercices? Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont mis sur une chaise, dans un état de relaxation, et ensuite, ils leur faisaient jouer l'exercice, mais dans leur tête, tu sais, pas dans la vraie vie. Et donc, par exemple, s'ils courent, ok? Ils sont dans leur tête et boum, ils se voient en train de courir et courir. Et du coup, ils n'ont pas fait l'exercice physique, mais ils se sont imaginés en train de faire l'exercice physique. Et devine quoi? Il n'y avait pas de différence dans le résultat, que la personne ait appris à travers une répétition physique de la chose, ou que la personne ait appris à travers la répétition mentale, à jouer le comportement dans leur tête. Dans l'esprit, ça ne faisait aucune différence qu'il ait appris dans le réel ou dans l'imaginaire. Dans tous les cas, ça a été appris parce qu'il y avait de la répétition. C'est incroyable et c'est même difficile à croire pour la plupart des gens parce que juste le fait de penser que j'ai pas fait la chose, mais j'ai quand même le même résultat, et ça prouve encore ce que tu disais au tout début, que l'image mentale que tu vas avoir va créer la réaction chimique qui va ensuite créer tout ce qui se passe dans ton corps. Et ça, c'est la partie la plus cool, parce que c'est là que les psychologues se sont rendus compte que t'as pas besoin de faire l'exercice de façon physique, t'as juste besoin de le répéter dans ton esprit comme si tu le faisais. D'ailleurs, pour la même quantité de temps, ou quand c'est mental, tu dois le faire plus longtemps. Il me semble que dans l'expérience, ils ont fait la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe pour l'exercice physique et un groupe pour l'exercice mental, et ils devaient tous les deux s'entraîner pour la même durée de temps, et ensuite on a testé les résultats. Waouh. Donc, le problème est, tu veux changer ta vie? Eh bien, tu peux mettre ton casque, c'est la première solution. Deuxième solution, tu peux juste t'entraîner à vivre d'une nouvelle façon. Donc, tu pourrais juste répéter des choses à toi-même, tu vois. J'aime bien cette nouvelle façon de dire, tu sais, fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si je suis pas une personne heureuse, eh bien, je dis quoi? Je dis prétendre l'être. Toute la journée, au beau milieu de toute ta misère, tu te dis, eh bien, je suis heureux. Dans le milieu de toutes tes misères, toutes tes galères. Et donc, quel est le but de ça? Tu le répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes encore. Ça s'appelle la pratique. Et un jour, tu vas te lever le matin et tu n'auras même pas besoin d'y penser parce que tu seras automatiquement content parce que c'est ton programme maintenant. Tu sais, je suis vieux maintenant. Et je me souviens quand on conduisait les voitures sans les ceintures de sécurité. Et d'un coup, boum, t'as une loi qui tombe, on doit avoir une ceinture de sécurité. Oh là 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 là, quelle galère, faut mettre ci, faut mettre ça. Oh là là. Mais tu le répètes encore et encore, et au bout d'un moment, tu rentres dans la voiture, et même sans y penser, boum, tu mets ta ceinture de sécurité. D'ailleurs, si tu ne la mets pas, au bout d'un moment, ton esprit va te dire, mets la ceinture. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu détestais cette ceinture, tu détestais mettre la ceinture, mais maintenant, même inconsciemment, tu la mets tout le temps, même sans y penser. Eh bien, voilà le résultat de ce qui se passe quand tu crées une habitude. Il n'y a pas besoin d'y penser, c'est automatique. Donc, j'adore ça parce que si tu veux changer tes croyances, tout ce que tu as à faire, c'est l'effort au départ pour changer, tu sais, toutes ces pratiques et mettre les écouteurs, etc. Parce qu'une fois que le programme est là, il n'y a plus besoin de travailler. Ça va maintenant se mettre en marche de façon automatique parce que ça a été automatique depuis que tu as 7 ans, tu vois. Mais sauf que maintenant, ça va opérer avec un nouveau programme parce que tu as mis un nouveau programme. Et donc, on a les deux premiers, donc l'auto-hypnose avec tes écouteurs, ensuite le fake it until you make it, et ensuite le troisième, le truc le plus incroyable de tout l'univers, ça s'appelle la psychologie énergétique. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas la psychologie conventionnelle. Là, on rentre dans le super apprentissage. Et donc, qu'est-ce que c'est que le super apprentissage? Eh bien, le super apprentissage, ça veut dire que, disons que tu lises un livre et que tu descendes ton doigt le long de la page, toute la page, juste comme ça, boum.
t'as lu toute la page, tous les mots. Je pourrais me tenir aujourd'hui dans une librairie avec ce super apprentissage et lire tout un livre en 5 à 10 minutes, juste en tournant la page. Boum, je tourne une page, je tourne la page, je tourne la page. Et ça peut aller aussi vite que ça s'appelle le super apprentissage. Et ces nouvelles modalités de psychologie énergétique engagent le processus de super apprentissage. Et là, je dis quoi? Eh bien, avec le super apprentissage, tu peux télécharger un nouveau comportement en quelques minutes. Ok, moi c'est celui-là qui me plaît. Pas des heures, pas des jours, pas des semaines. Tu viens, et le plus compliqué, c'est créer précisément le programme que tu veux. Ça, c'est la partie la plus dure. Mais une fois que tu as une idée de ce que tu veux, tu peux télécharger ce programme et repartir en 10 minutes avec un nouveau comportement. Bruce, comment est-ce qu'on fait cette histoire de super apprentissage? On veut savoir comment ça marche. Comment est-ce que c'est quelque chose que tu t'apprends à toi-même? Est-ce que tu vas quelque part? Eh bien, d'abord, tu vas aller voir un professionnel qui va te montrer comment faire et ils vont t'aider. Et c'est pas de la psychologie au passage. Pour faire ces trucs de super apprentissage, t'as pas besoin de retour en arrière, aller voir ce qui s'est passé quand tu étais un enfant et que ta mère t'a fait ça et que ceci et que cela, da. Non, ça c'est de la psychologie conventionnelle. Où tu rejoues toutes les ordures et à chaque fois que tu les rejoues, devine ce qui se passe. Tu renforces le programme. Et oui, il y a cette expérience. Et c'est pour ça, à chaque fois, il y a les mouchoirs pour que tu puisses pleurer et tout ça. Et donc, la psychologie énergétique ne te demande pas comment tu as eu le programme. On ne te demande pas ça. Par contre, quel est le programme que tu ne veux pas? Et donc, je m'en fiche de comment je l'ai eu. J'ai un programme pour des mauvaises relations. Est-ce que j'ai besoin de te dire que mon père a fait ci, fait ça? Non, j'ai juste un programme de mauvaises relations. Donc, je veux un bon programme pour des bonnes relations. Est-ce que je dois retourner dans le passé? Non, c'est ça qui est cool. Il n'y a pas besoin d'aller, tu sais, pleurer toute ta vie sur toute ta misère, etc. Non, il n'y a pas besoin de faire ça. Il y a juste à te dire qu'est-ce que tu veux. Et ensuite, manifester un programme. Et en utilisant des technologies de super apprentissage, tu peux télécharger ce programme dans quelques minutes. C'est incroyable. C'est pas juste incroyable, c'est vrai. Et si ça n'existait pas, je ne serais pas là en train de te parler là tout de suite. Je l'ai utilisé dans ma vie et dans ma relation avec Margaret. Ça fait pleinement partie de notre relation parce que si jamais un mauvais programme arrivait et que je pouvais pas le voir comme Bill, mais que elle le voyait, eh bien c'est là que les disputes arrivent dans les relations. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai un mauvais comportement mais que Margaret sait que ce n'est pas moi, c'est mon programme? Eh bien, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de combat, c'est juste en mode « Ok, est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de me dire ?»« Non, qu'est-ce que j'ai dit ?»« Oh, je voulais pas dire ça. Ok, alors changeons de programme, et donc je vais utiliser une des 3 techniques. Et une fois que le programme a été réécrit, j'ai pas besoin de retourner en arrière, c'est déjà fait. Et au fur et à mesure que tu vas nettoyer tous les programmes négatifs, eh bien, devine quoi? Tu vas créer un nouveau programme basé... Tu n'auras même plus de programme négatif, tu n'auras que des programmes positifs. Et en quoi c'est pertinent? Parce que du coup, tu pourrais penser toute la journée et malgré tout avoir le paradis sur Terre à la fin parce que ton subconscient va s'occuper de le créer en automatique. Ça a toujours créé en automatique. Le seul problème, c'est que la plupart de nos programmes ne nous emmènent pas vers le paradis. Ils nous emmènent à cette réalité que d'autres personnes ont programmée pour nous. On n'est pas en train de créer ce qu'on veut, nous, on est en train de créer notre programme. C'est incroyable. C'est vrai. Tu vas pas attirer ce que tu veux, tu attires qui tu es, ce que tu es. En gros, c'est la loi de l'attraction sous stéroïdes, ce que tu dis. Et oui, la loi de l'attraction travaille, peu importe si ça soit positif ou négatif. Donc, si tu as un programme négatif, alors tu vas attirer une expérience négative pour s'aligner à ce programme. Et c'est là que tous les problèmes viennent, parce que les gens pensent « Je suis une victime, ces choses viennent et me terrorisent. » Non. Elles te terrorisent d'abord dans ta tête, et ensuite t'envoient le signal à l'extérieur, et ensuite ça vient du coup. D'ailleurs, je voulais te poser une question sur ce que tu viens de dire, mais il y a une autre question qui me vient, et il nous reste 10 minutes, et je me dis quelle question je vais poser. T'inquiète, on va le faire. Ok, alors, retournons d'abord un petit peu quand tu disais cet exemple avec Margaret. Et tu disais, ok, peut-être qu'elle a vu que ce n'était pas toi, que c'était ton programme. Et ensuite, plus tôt, tu disais aussi que tu es... en gros, là où tu te situes, c'est quelque part dans ce conscient, dans cet esprit conscient, derrière ton front. Et je voudrais te demander, dans ta compréhension de la conscience et dans ta compréhension du soi, tu sais, tu parles beaucoup des récepteurs du soi sur les cellules, et que
Est-ce que le toi entre guillemets, réside dans ton corps ou à l'extérieur du corps? Est-ce que l'esprit est dans le cerveau ou en dehors du cerveau? Qui es-tu en dehors de tes programmes et de tes croyances? Ok, bonne question parce que la réponse est très importante pour le reste de notre vie. Donc voilà l'histoire. Je dis que chacun d'entre nous ont sur leurs cellules un ensemble d'antennes qui sont appelées les récepteurs du soi. Les yeux reçoivent de la lumière, les oreilles reçoivent du son, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui s'appelle les récepteurs du soi. Tu crois qu'ils reçoivent quoi? Un signal du soi qui te rend différente. C'est-à-dire que j'ai un ensemble d'antennes différents et tu as un ensemble d'antennes différents. C'est pour ça qu'on ne peut pas échanger les cellules. Parce que si tu mets tes cellules dans mon corps, elles ne vont pas répondre à mon identité, elles vont répondre à ton identité. OK? Et donc, mon système immunitaire dit que tu ne peux pas avoir deux batteurs différents. Non, tu as un batteur, l'autre, il doit partir. Et donc, le système immunitaire va renvoyer celui qui n'est pas le soi. Donc, le problème avec tout ça, c'est que le soi n'est pas les antennes. C'est le signal qui est capté par les antennes. Ça, c'est le soi. Et ça, c'est les antennes. Donc, je dis que le corps, c'est comme une télé. Mon identité est le programme capté par l'antenne. Et donc, en quoi c'est pertinent? Parce que le programme et la télé, c'est deux choses différentes. La télé peut se casser et disparaître, et quand la télé disparaît, tu dis c'est mort, ok, mais est-ce que le programme existe toujours? Bien oui, le programme existe toujours. Comment tu sais? Eh bien, disons que tu prends une autre télé, tu la branches, tu l'allumes, tu la mets à la bonne vibration, et boum, le programme revient. Donc, nous sommes les vibrations qui rentrent dans ce costume qu'on appelle le corps. Et au départ, quand je faisais tout ce qui était biosciences, j'étais pas spirituel, c'était des gènes et des chromosomes et des protéines et des machines. Mais quand j'ai commencé à comprendre la nature du programme capté par les antennes, j'ai fait attends une seconde, mais je ne peux pas mourir. Et donc pourquoi pas? Eh bien, tu n'es même pas là-dedans. Tu n'es même pas là-dedans. Tu es à l'extérieur. Et donc, waouh, donc ma conscience continue de vivre, mais mes corps viennent et partent. Ok. Donc, alors là vient la partie intéressante avec tout ça, c'est que pourquoi avoir ce corps si tu es déjà un esprit? Et ça, c'est la première question que je me suis posée quand j'ai compris que le programme n'était pas les antennes. Ce programme était là, à l'extérieur, les cellules sont ici en bas et le programme va à l'intérieur. Donc, je me suis dit, pourquoi avoir un corps? Pourquoi pas juste être l'esprit? Et c'est là que j'ai compris que j'avais ce que j'appelle des cellules comédiennes juives. Il me dit pourquoi? Parce que dans la comédie juive, tu vas poser une question à une personne juive et ils vont te répondre en te posant une autre question. Donc, je me suis posé une question. Pourquoi avoir un esprit et un corps? Pourquoi pas juste être un esprit? Et je peux te dire, la réponse est venue de 50 000 milliards de cellules, comme un programme venant de mes cellules direction mon cerveau. Et mes cellules ont dit, Bruce, si t'es juste un esprit, quel est le goût du chocolat? Et là, j'ai fait, oh, réalité virtuelle, un costume de réalité virtuelle. Avec ce costume, j'ai des yeux, et d'un coup, les yeux peuvent voir de l'énergie et les transformer en images. Et j'ai des oreilles, et les oreilles peuvent transformer l'énergie en un son. Je peux goûter la nourriture, parce que l'énergie de la nourriture est captée par, tu sais, les cellules nerveuses qui se transforment en vibrations. Et donc, oh, ce truc prend les expériences, des expériences de vie, et le cerveau va les transformer en vibrations, parce que c'est ce que fait le cerveau. Le résultat du cerveau, c'est pas une image, il n'y a pas d'image dans ton cerveau. Non, c'est une vibration que tu interprètes. Et donc je dis, et comme on sait que l'esprit peut être lu depuis l'extérieur avec ce qu'on appelle de la magnétoencéphalographie, alors tes pensées ne sont même pas contenues dans ta tête, elles sont diffusées comme un diapason. Et donc, où est-ce qu'elles vont, les pensées? Eh bien, elles vont à la source. Donc, ma conscience peut expliquer l'amour comme une définition dans un dictionnaire. L'amour, c'est blablabla. Et donc, je dis oui, mais à quoi est-ce que ça ressemble, l'amour? Et là, oh, eh bien, l'amour, il faut avoir un corps. Parce que le corps va prendre la chimie de l'amour et te donner une sensation. Et cette sensation, tu vas la renvoyer à la source. Et donc, l'idée d'avoir un corps est de pouvoir vivre cette vie.
Et si les choses que tu aimes sont très bonnes, eh bien, vis en plus. Et si tu vis quelque chose qui n'est vraiment pas bon, eh bien, arrête de le vivre, c'est ton choix. Ok? Et donc, d'un coup, je dis, pourquoi je suis là alors? Eh bien, pour vivre la vie. Et pour vivre toutes les choses qui sont bonnes, comme l'amour, la santé, l'harmonie, tout ça, la musique, la nourriture, tout ça, toutes les choses magnifiques qu'il y a, je dis, je suis là pour vivre tout ça. Et je dis aussi que c'est même plus que juste vivre la vie, parce que mon corps bouge. Mon corps peut faire ça, mon corps peut construire ça, et mon corps peut faire ceci, et il peut faire cela, et d'un coup je me dis, oh, j'ai deux aspects du corps. Un, les sensations, les expériences, ce que je peux ressentir. Et deux, c'est un outil pour créer. Là, tout de suite, on est en train de créer une conversation en utilisant une création d'un ordinateur et une création de... On est en train de créer tout ça. Donc, attends. Donc, quand je viens dans le corps, j'ai deux aspects. Un, créer, et deux, des retours de sensations. Et donc, t'es prêt pour ça? Parfait? Parce que là, on tape dans le meilleur. Nous avons été programmés à croire que si tu vis une très bonne vie et que tu meurs, eh bien, tu iras au paradis. Et donc là, je dis, qu'est-ce que c'est le paradis? Eh bien, un endroit créatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, parfait, si je te dis, qu'est-ce que tu penses du paradis? Tu auras une définition. Si je demande à quelqu'un d'autre, il aura une autre définition. Et donc, tout le monde a sa propre croyance du paradis. Et donc, au final, le paradis, c'est quelque chose que tu crées avec ton esprit conscient. Et là, je dis, mais c'est exactement le rôle de l'esprit conscient dans notre corps, c'est de prendre ses pensées et de les créer. Donc, quand tu tombes amoureux et que tu as la lune de miel, tu as créé le paradis sur Terre. Waouh! Mais quand tu te relâches et que le programme reprend le dessus, tu es reparti pour recréer ce que tu créais avant, tu vois. Donc, voilà ma conclusion finale sur tout ça. Tu ne meurs pas et ensuite tu vas au paradis. Tu es né dans le paradis. Tu es venu ici pour créer, pour expérimenter des choses. Mais maintenant qu'on connaît l'histoire, est-ce que tu es en train de créer ce que tu veux? Non, tu es en train de créer ton programme. Et ça, on le sait depuis plus de 400 ans maintenant. Les jésuites le disaient déjà, si je te programme, tu m'appartiens. Et donc, ça n'a jamais disparu de la conscience des gens au pouvoir. Ils le savent tous. Et je dis, la programmation des enfants aujourd'hui est bien meilleure que la programmation utilisée par les jésuites à l'époque. Imagine un enfant aujourd'hui en train de se balader avec un iPad. C'est un programme pour utiliser les ordinateurs. Ok? Et genre, t'as déjà un iPad, tu sais à peine marcher. Et donc, ah oui, on commence tôt. On commence plus tôt qu'avant avec les programmes. Est-ce que tu joues des bons programmes ou est-ce que tu joues des mauvais programmes? Aujourd'hui, avec cette grosse arnaque du Covid, je suis désolé, hein, je sais que tout le monde a ses opinions sur le sujet, mais je suis d'accord avec toi, complètement. 99% des gens se remettent de ce Covid sans aucun problème, 99%. Et moins de 1% ont un problème. Et je dis, est-ce que le problème c'est le Covid ou est-ce que c'est le programme? Ok? Quel est le programme sur les chaînes d'information? Tu vas choper le Covid et tu vas mourir. Oh! Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas prendre un vaccin pour le Covid. Et donc, ils te font peur jusqu'à ce que tu prennes ce truc. Et le point, c'est que le Covid lui-même n'est pas mortel. Tu sais qu'il y a des problèmes? Et il y a des problèmes au passage. Je dis pas que les gens n'ont pas de problème. Bien sûr que les gens ont des problèmes. Mais tout le monde a un problème? Non! Les seuls qui ont des problèmes sont ceux qui ont des faiblesses dans leur système qu'on appelle comorbidité. Ils sont en surpoids. 78% des gens qui ont eu des problèmes sont en surpoids. 75% des gens qui ont eu des problèmes sérieux ont des problèmes cardiovasculaires ou des problèmes de stress. Okay? La plupart des 40% des Américains ont non pas une comorbidité, mais 60% des Américains ont une comorbidité, mais 40% des Américains ont entre 2 et 3 comorbidités en même temps. Et donc, en quoi c'est pertinent? Eh bien, les comorbidités compromettent ta vie. Et donc, maintenant, tu vas attraper le Covid, mais tu étais déjà compromis. Tu étais compromis bien avant toutes ces histoires de Covid. Et donc, maintenant, le Covid va t'affaiblir parce que ton système immunitaire a été sous pression avec toutes ces autres comorbidités que tu as. Et maintenant, tu as une pression en plus sur ton système immunitaire, il ne peut pas gérer. Et donc, qui sont les gens qui tombent vraiment malades?
Ce sont les gens qui sont déjà compromis, que ce soit des vieilles personnes parce que leur système immunitaire n'est plus aussi capable, ou des gens qui ont des problèmes de croyances parce que les croyances vont changer la réaction chimique et ça peut t'affaiblir. Toutes ces histoires, tous ces problèmes deviennent importants là tout de suite dans ce moment. Mais ce que je veux que les gens comprennent, c'est ça. Ils sont en train de te faire super peur en te disant que ce virus est très violent et que ça va te tuer. Et non, si tu es en pleine santé, le virus va rien te donner. Tu auras la grippe et puis terminé. Et ensuite, tu auras une meilleure réponse immunitaire que n'importe quel vaccin pourrait te donner. Une expérience naturelle va créer un système immunitaire bien plus fort qu'un vaccin avec le petit bout qu'ils mettent dedans. OK? Donc, toute l'idée, c'est ça. La meilleure réponse au Covid, si tu n'as pas de comorbidité, c'est-à-dire que tu n'as pas une des choses comme le diabète, tu sais, le surpoids, toutes ces choses-là, si tu n'as pas tout ça, avoir le Covid, c'est la meilleure forme de vaccination que tu puisses avoir. Parce que tu ne vas pas te retrouver avec des anticorps juste pour un petit bout du virus. Tu vas avoir des anticorps pour tout le virus. Et si ça revient encore, et devine quoi? Je crois que le chiffre, c'est 40% des gens infectés ne savaient même pas qu'ils étaient infectés. OK? 80% de la population a été infectée mais n'est jamais allé voir le docteur ou aller à l'hôpital. Non, pourquoi? Parce que leur système immunitaire était capable de gérer ça sans en arriver là. Et ensuite, je dis, oui, mais il y a quand même un pourcentage des gens qui tombent malades. Et je dis, oui, et c'est pas un accident. Ils sont déjà affaiblis. Et ça n'a même pas besoin d'être physique au passage. Juste le stress va couper le système immunitaire. Et ensuite, je dis, tu crois que c'est pas une période stressante pour les gens? Est-ce que j'ai encore un travail? Je sais pas, il n'y a pas d'argent ici. OK? Comment je vais faire pour payer pour ça? J'ai pas de job, je survis de semaine en semaine, j'ai pas travaillé la semaine dernière. Comment je fais maintenant? Tu veux parler de stress? C'est la période la plus stressante sur les gens parce que le futur est trop incertain. Et tous les jours, ils te le rendent plus stressant et plus incertain. Ouh, il y a une variation du Covid maintenant. Ouh, t'as pas eu le vaccin? Ouh, tu vas avoir la variation, encore plus de stress. Ils ajoutent du stress à tout ça. Et la pertinence de ça, c'est que, regarde, il y a un article qui a été publié dans un journal anglais qui s'appelle Telegraph. Et l'article venait d'un groupe gouvernemental, un groupe de conseil pour le gouvernement. Et ce groupe était dédié à comment gérer le comportement dans une pandémie. Et leur conclusion, sortie tout droit du journal, dans ce rapport, juste en dessous du rapport gouvernemental, disait « Les gens n'ont pas encore assez peur ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ils commencent à se rendre compte que tout le monde ne tombe pas malade et que c'est pas aussi grave et que ils ont dit donc du coup quel est le problème? Eh bien, on doit leur faire plus peur parce que sinon ils ne prendront pas le vaccin. Et donc maintenant la mission du gouvernement c'est quoi? De te rendre encore plus effrayé et de te dire va prendre ce vaccin sinon tu vas mourir. Et je dis ça c'est du stress et ce stress vient de couper ton système immunitaire. Oh là là, je vais mourir. Oh! Et donc je dis, tu viens de les stresser. Et le point c'est quoi? C'est que comme l'article disait dans le groupe, si tu les stresses suffisamment et tu leur dis comment sortir du problème, d'abord tu leur donnes la peur et ensuite tu leur dis comment en sortir. 1, la peur, tu vas mourir du Covid. 2, comment tu sors? Prends le vaccin. Ouais, invente le problème et ensuite résous-le. Et voilà ce qui se passe. Et c'est malheureux parce que, en vrai, et dans les vraies statistiques, ce virus n'est en aucun cas aussi violent que ce qu'ils te disent tout le temps. Par contre, c'est violent si tu es déjà compromis. Donc, ce que je dis, c'est que si tu es compromis, alors, en tant qu'individu, tu devrais faire tout ce qui est en ton pouvoir pour te protéger. Mais si je ne suis pas compromis et que toi, parfait, tu n'es pas compromis non plus, eh ben, pourquoi pas juste sortir comme on le faisait avant parce que aucun d'entre nous n'est compromis, il n'y a pas de problème. C'est le problème de qui? De celui qui est compromis. Donc, toi et moi, on va changer notre comportement pour protéger eux, alors qu'eux-mêmes ne travaillent pas pour changer leur santé. Ils pensent juste que, oh, si je prends le vaccin, boum, terminé. Alors, petit A, gros point. Le vaccin ne t'empêche pas d'attraper le Covid. Petit B, le vaccin ne t'empêche pas de transmettre le Covid. Le vaccin, petit c,
a été créé pour t'empêcher d'avoir une conséquence sérieuse du Covid. Ils ne disent pas que tu vas pas choper le Covid. Non, c'est fait pour empêcher une conséquence sérieuse. Donc, il y a cette histoire qui traîne dans la tête des gens que si je prends le vaccin, je vais pas attraper le Covid. Non, non, ça c'est de la M. Mindset. Yeah. Yeah. Et je dis, tu peux aussi le transmettre. Donc, juste parce que tu as pris le vaccin, tu dis, j'ai pas besoin de mettre un masque, ben, tu es tout aussi capable que n'importe qui d'autre de le transmettre. Donc, je m'en fous que tu aies le vaccin ou pas. Mets ton masque. Même si, pour te dire la vérité, je pense pas qu'un masque aide. Hein. Mais dans l'esprit, tu dis, ah, j'ai mis le masque, oula, je me sens bien mieux maintenant. Exactement, encore une croyance. Et maintenant, le système immunitaire remonte juste à cause de cet acte et la croyance que tu as dans cet acte. Ok, alors j'ai une dernière question et après je vais te laisser partir parce que pour être respectueux du temps, mais ok. À partir du moment où tu commences à changer ton programme, donc on était sur le sujet de la santé jusqu'à présent, donc disons que tu as un programme qui ne soutient pas la santé de façon subconsciente et tu as envie de le reprogrammer et tu commences avec soit, par exemple, avec l'hypnose du Theta ou alors grâce à la répétition, des affirmations répétées, tout ça, ou le super apprentissage, d'accord? Combien de temps est-ce que ça prend pour... Ok, disons que tu as ce nouveau programme maintenant qui tourne. Combien de temps est-ce que ça prend pour voir les effets et que ça change la biologie à l'intérieur du corps pour s'aligner à ce programme que tu viens de changer? 1 minute? Ok, peut-être 2 minutes. Attends, donc tu pourrais avoir le cancer... Attends, je vais te donner un exemple. Alors, pour ce qui est des modifications via les croyances, il y a des choses subconscientes qui sont faciles à changer et d'autres qui ne sont pas faciles à changer. Si j'ai des problèmes avec les relations, c'est pas facile parce qu'il y a plein de choses qui doivent changer, il y a plein de choses que je dois remettre en place. Et donc, c'est pas aussi simple que juste de se dire quelque chose et boum, tout s'améliore. Non, je dois changer des choses, aller vivre ma vie et ensuite voir si ce changement, sur la durée, aura fait la différence. Mais si j'arrive là avec un problème et que je dis, tiens, je sais pas, j'ai peur des araignées, et qu'elles me font peur tout le temps et je suis paralysé. Et je dis, ok, alors, changeons cette croyance. Et on y va et on change tes croyances sur les araignées. Eh bien, 1 minute après, je peux te montrer une araignée et tu n'auras pas la même réaction que tu aurais eu 1 minute avant. Donc, ce qui est intéressant à travers tout ça, c'est que quand tu as une peur ou une phobie, eh bien, je peux créer le stimulus très rapidement. La peur des chiens, la peur des araignées, la peur de la hauteur, peu importe la peur, je peux créer ce stimulus maintenant. Mais si je change le programme et qu'ensuite on crée le stimulus, tu peux voir en 1 minute, tu réponds pas comme tu l'aurais fait 1 minute avant. Et tu peux le voir. Mais si je dis, j'ai des problèmes avec mes relations, eh bien, ok, on peut t'aider avec le programme, mais il va falloir ensuite que tu vives quand même. Je veux être pilote d'avion. Eh bien, cool, je peux te donner un programme positif pour que tu puisses piloter un avion. Mais je vais pas rentrer dans un avion avec toi. Ok, je sais que ta conscience te dit que, ok, tu peux piloter l'avion, mais est-ce que tu t'es entraîné? Est-ce que tu as appris à voler? Ou est-ce que, boum, d'un coup, tu t'es dit, c'est parti? Non, 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 non. Il faut d'abord que tu pratiques. Donc, si j'ai la peur de l'avion, je peux changer le programme et te dire, ok, je veux devenir un pilote. Et ton système sera ouvert au fait que tu puisses apprendre à piloter. Mais ça ne veut pas dire que juste parce que tu te dis, ah là, j'ai envie d'être un pilote, que ça y est, je veux monter dans un avion avec toi. Parce qu'il y a des choses qu'il faut quand même que tu apprennes. Il faut que tu apprennes les comportements et ensuite, il faut que tu vives le process. Que ce soit des relations, que ce soit piloter un avion. Mais il y a des choses. Je peux te montrer immédiatement une araignée. Je peux te montrer immédiatement un chien. Je peux te montrer immédiatement... on peut aller sur le toit. Et quelque chose, je peux vraiment te pousser. Je peux faire en sorte que le stimulus soit devant ta tête. Et si je change ce stimulus, mais 1 minute après qu'on ait changé le programme, tu vas pas avoir la même réponse. Ça va à cette vitesse. Et donc, je dis, c'est 2 choses complètement différentes. Tu vois, la première, c'est répondre à un stimulus directement. Et l'autre, c'est créer une relation. Bah, d'abord, tu ferais mieux de sortir. Hein. Et commencer à rencontrer des gens. Et ensuite, tu vas trouver quelqu'un avec qui tu aimerais bien avoir une relation. Ça se fait pas directement. Mais quand tu regardes en arrière, tu te rends compte que tu n'étais jamais capable de créer et de maintenir une relation, avoir cet équilibre. Et là, je regarde en arrière et je me dis, maintenant que j'ai cette relation, oh, j'ai changé le programme là, mais ça a pris du temps pour expérimenter tout ça, pour le vivre. Donc c'est pour ça qu'il y a des changements qui vont être instantanés et d'autres qui vont prendre plus de temps, basés sur la complexité des interactions nécessaires. Et vis-à-vis de la santé, disons que tu as un problème de santé. Disons que, ok, tu as le cancer, ok?
Tu viens de changer ta croyance vis-à-vis de la santé. Combien de temps est-ce que ça prend pour que le corps soit guéri? Eh bien, ça s'appelle la rémission spontanée. C'est ça le nom. Rémission, ça veut dire récupération. Qu'est-ce que ça veut dire rémission spontanée? Récupération instantanée. C'est comme ça que ça marche. Les cellules répondent aux signaux. Une cellule cancéreuse répond à un signal qui n'est pas en train de soutenir la santé. J'ai changé le signal, et donc la cellule cancéreuse va disparaître. À quelle vitesse? Eh bien, combien de temps ça t'a pris de changer le signal? Et donc ça, c'est le temps qu'il faut pour changer la croyance, c'est ça? Oui, exactement. Dans la psychologie énergétique. Parce que pour changer une croyance, en utilisant la répétition ou en utilisant les écouteurs, tu vas pas l'écouter juste une fois et boum, tu changes. Non, non. Il va falloir le jouer. C'est comme la pratique, encore et encore et encore. Mais dès que l'habitude est mise en place, dès que c'est mis en place, récupération instantanée. Exactement. Incroyable. C'est une façon incroyable de finir le show. D'ailleurs, tout le monde, si ça vous rend pas votre pouvoir, ça, je sais pas ce qu'il fera, changez vos croyances et vous allez changer vos résultats, même d'un point de vue biologique. Vous pouvez littéralement guérir des maladies incurables. Il faut 12 heures. 12 heures pour changer la réponse génétique. Ils ont fait ça avec la méditation. Ils ont lu les gènes avant la méditation, ils ont médité, et ensuite, 12 heures après, ils ont relu les gènes avaient changé. Incroyable. Incroyable. Je suis bouche bée. Et ça, c'est parce qu'on est puissant. Mais personne ne te l'a dit avant. Personne ne t'a dit « utilise ton pouvoir ». Comment est-ce que je peux marcher sur des morceaux de charbon bouillants? Je peux le faire si je crois que je peux, mais je ne peux pas le faire si je n'y crois pas. C'est vrai, et tu n'auras même pas de brûlure sur ta peau, rien. Non. Et aux États-Unis, il y a un groupe religieux qu'on appelle les fondamentaux, c'est des religieux du Sud, et ils travaillent pour se mettre dans un état d'extase religieuse, quelque chose comme ça. Et parfois, ils parlent dans des langages où ils font des sons bizarres, tout ça. Et ces gens-là vont jouer avec des serpents venimeux. Et quand ils se font mordre, la plupart du temps, ils n'ont pas de problème. Mais parfois, quelqu'un va mourir. Et donc, quelle est la différence? Eh bien, celui qui meurt n'avait pas la croyance suffisamment forte. Mais je vais te dire, ce qu'il y a d'encore plus incroyable que ceux qui jouent avec les serpents, c'est que certains d'entre eux, pour prouver que Dieu les protège. Donc c'est ça qu'ils font. Ils appellent ça témoigner. C'est le mot, témoigner. Je vais faire quelque chose que n'importe qui de normal ne ferait jamais, mais je vais le faire parce que je sais que Dieu va me protéger. Et ils vont boire le poison strychnine dans des doses toxiques et n'ont aucun effet négatif. Et donc, c'est pareil que marcher sur des charbons bouillants. Ils sont protégés par leurs croyances. Et je vais finir avec ça, parfait, parce que la chose la plus importante, c'est ça. Il y a beaucoup de sciences différentes sur Terre. Il y a la biologie, il y a la chimie et tout ça. La physique quantique est la science la plus valide, la plus vraie de toutes les sciences qui existent sur cette planète. C'est la science qui a été la plus testée et qui a été prouvée d'être la plus vraie de toutes les sciences. Et donc, qu'est-ce qui est pertinent? T'es prêt? Dès les premiers jours de la physique quantique, en 1927, le premier principe de la physique quantique, c'est la conscience crée tes expériences de vie. Et ça, c'était depuis le premier jour. Et quelle est la pertinence? Eh bien, c'est encore et toujours vrai. Et maintenant, avec la biologie et l'épigénétique, c'est comment est-ce que la conscience ou la prise de conscience de l'environnement, comment tu peux utiliser ça pour changer ton activité génétique, l'épigénétique. Donc, l'épigénétique et la physique quantique disent la même chose. Tu es créateur. Ton esprit génère les créations. Mais si tu es en train de penser, alors la fonction créatrice n'est plus dans l'esprit conscient, parce que c'est hors ligne. C'est pas en train de bosser, mais c'est le subconscient qui reprend le dessus. Et donc, tout ce qu'il peut faire, c'est obéir aux habitudes que tu as. Donc, si c'est des bonnes habitudes, super, tu vas créer du bon, mais si c'est des mauvaises habitudes, eh bien, inconsciemment, tu vas t'auto-détruire. Et donc, fondamentalement, quelle est la vérité? La vérité, c'est ça. La conscience crée notre monde. Et malheureusement, il y a tout un état de programmation qui arrive pendant les premières 7 années de vie, qui vont pouvoir soit te responsabiliser avec des bons programmes, ou alors te saboter avec des mauvais programmes.
Malheureusement, la plupart des programmes vont te saboter parce que les gens veulent avoir du pouvoir sur les autres. Et donc, comment tu fais pour avoir du pouvoir sur d'autres gens? Eh bien, la réponse, programme-les à être faibles. Et voilà, maintenant, tu as quelqu'un de faible en face de toi, et voilà l'histoire. Donc, il est temps pour nous de se réveiller parce que le futur va être challengeant. Et il faut avancer dans ce futur avec des nouvelles croyances, parce que les croyances qu'on a aujourd'hui créent nos problèmes. Et donc, il est temps de changer tes croyances. Si tu ne vis pas le paradis sur Terre, il faut que tu ailles dans ton système, que tu identifies tous les programmes qui t'éloignent de cette expérience du paradis sur Terre, qui est d'ailleurs disponible à n'importe qui tombe amoureux. Incroyable. Bruce, merci encore, merci beaucoup pour venir sur ce show. Tout le monde, j'espère que vous avez adoré, c'était incroyable, j'ai vraiment adoré, c'était parfait pour finir. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, appuyez sur le bouton s'abonner, donnez un gros pouce bleu. Bruce, où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations de toi si on veut trouver un petit peu tous ces trucs super apprentissage? Simple, ça s'appelle brucelipton.com. Ça devrait pas être trop compliqué à retenir. C'est rempli de vidéos à télécharger, des audios et des articles écrits. C'est gratuit. Allez là-bas, téléchargez tout ça. Super. Eh bien, tout le monde, vous avez entendu? Merci encore, Bruce. Tout le monde, on se retrouve au prochain épisode. Ciao, ciao.